Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Ce mardi, le Rwanda et la Chine ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération bilatérale lors de la 9e session du comité mixte Rwanda-Chine sur la coopération économique, technique et commerciale, connue comme JETCO. La Commission sénatoriale des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité indique que l'enquête réalisée sur les Rwandais de la diaspora révèle qu'il y a encore à l'étranger des Rwandais ayant l'idéologie du génocide qui continue à la propager au sein des jeunes de la diaspora. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, ce mardi, le gouvernement du Rwanda et la République populaire de Chine ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération bilatérale. Cet engagement a été annoncé lors de la 9e session du comité mixte Rwanda-Chine sur la coopération économique, technique et commerciale, connue comme JETCO en sigle et en anglais. Le Rwanda et la Chine étaient respectivement représentés par le Dr Uziel Ndagijimana, ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, et l'honorable Mtang Wenhong, ministre adjoint du Commerce de la République populaire de Chine. En 2023, le commerce bilatéral entre les deux pays a dépassé 500 millions de dollars américains, soit une augmentation de 16,5% en une période d'un an. Dans un proche avenir, JETCO est prêt à aligner la vision 2050 du Rwanda sur l'initiative chinoise La Ceinture et la Route, à élaborer des plans de coopération économique et commerciale dans le contexte mondial et à améliorer continuellement les niveaux de coopération bilatérale. En outre, les deux parties ont convenu d'accélérer les projets en cours dans le cadre des 9 programmes du Forum sur la coopération sino-africaine. La Commission sénatoriale des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité indique que l'enquête réalisée sur les Rwandais de la diaspora révèle qu'il y a encore à l'étranger des Rwandais ayant l'idéologie du génocide qui continue à la propager au sein des jeunes de la diaspora. Des discussions de concertation qui rassemblent ce mardi autour d'une même table certains membres du Sénat rwandais, des écrivains et chercheurs sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, examinent ce qui doit être fait pour réduire l'intensité des rumeurs qui ignorent sciemment la vérité que propagent les ennemis du développement du Rwanda, révisionnistes et déformateurs de l'histoire du pays. Kassim Youssouf nous fait le point. Les discussions de concertation qui rassemblent ce mardi autour d'une même table certains membres du Sénat rwandais, des écrivains et des chercheurs sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis examinent ce qui doit être fait pour réduire l'intensité des rumeurs qui ignorent sciemment la vérité que propagent les ennemis du développement du Rwanda révisionniste et déformateurs de l'histoire du Rwanda. En procédant à l'ouverture de ce débat, le président du Sénat, le docteur Kalinda François-Xavier, a exhorté les chercheurs et écrivains de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis à s'efforcer de révéler la vérité en tant qu'une arme dont le pays peut se servir pour lutter contre ceux qui ont toujours l'idéologie génocidaire, tant à l'intérieur que dans la région et dans le monde en général. Au cours de cette réunion de concertation, certains écrivains ont indiqué qu'il y a encore un obstacle de langue dans lesquels sont rédigés les livres sur les recherches relatives à l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, de manière que c'est une entrave pour ceux qui voudraient les lire. Le sénateur, professeur Dusingizemungu Jean-Pierre, indique que la rédaction de cette histoire dans une langue que les citoyens ne comprennent pas serait la raison du manque de résultats souhaités. Les écrivains sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis ont également indiqué que les livres sur les recherches relatives à l'histoire du génocide ne sont pas souvent disponibles dans des bibliothèques à l'étranger, surtout dans les universités et autres institutions d'enseignement supérieur, de façon que ceux qui veulent connaître l'histoire particulière concernant la préparation et la mise en exécution du génocide commis contre les Tutsis puissent les trouver facilement. Le président du Sénat, le docteur Kalinda François-Xavier,
indique que la recherche sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis et sa rédaction est une arme qui aiderait le monde à réduire les rumeurs des négationnistes et révisionnistes du génocide perpétré contre les Tutsis. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique que dans 30 districts du pays, environ 16 ont déjà fait rédiger des livres relatant les recherches effectuées sur le génocide et son histoire basée sur ce qui s'y est déroulé. Et nous accueillons à présent sur notre plateau Amath Pathé Sen, ingénieur agricole, expert en changement climatique et environnement, avec plus de 18 ans d'expérience dans divers domaines, dont l'agriculture, la gestion durable de ressources naturelles, le développement des infrastructures rurales et les investissements des secteurs publics et privés dans l'agriculture durable, pour n'en citer que cela. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Oui, merci de nous accorder de votre temps pour nous parler de ce sujet qui nous touche tous lorsqu'on parle d'agriculture, lorsqu'on parle de changement climatique. C'est des sujets vraiment qui nous parlent à tous. Et il y a ce grand sommet qui se passe tous les 2 ans et qui arrive à Kigali juste en septembre, n'est-ce pas? Oui, en tout cas, merci déjà de m'accueillir sur ce plateau. Et c'est un sommet extrêmement important pour le continent africain. On a l'occasion donc de le célébrer chaque année et chaque 2 ans ici à Kigali. Donc ce sommet se tiendra cette année en septembre, du 2 au 6 septembre ici à Kigali. Et c'est un sommet qui amène en fait tout l'écosystème et des acteurs qui sont autour des systèmes alimentaires. Donc là, on ne parle pas seulement d'agriculture, mais on parle de tous les secteurs dont le transport, la logistique, la transformation, la santé, la nutrition. Donc aujourd'hui, ce que nous mangeons au quotidien et qui vient de quelque part, tous les acteurs qui sont au-dessus pour que ça arrive à destination, cette destination, c'est nous les jeunes, nous les populations africaines. Donc c'est ce sommet qui rassemble donc tous ces gens-là et on aura l'occasion, bien sûr, encore de le recélébrer cette année et on invite tout le monde à y adhérer. Y adhérer déjà. Et alors, pourquoi l'existence de ce sommet? Quelle est l'importance qu'il soit là, que justement toutes ces personnes puissent s'asseoir autour d'une table, autour, je ne sais pas, de différents événements pour pouvoir justement discuter? Alors je ferai l'analogie peut-être avec le sommet des Nations Unies qui se tient chaque année, hein, l'Assemblée générale, où tous les pays viennent parler des questions du monde et puis voilà, ils essaient maintenant de donner la direction. Donc c'est un sommet également pour une question extrêmement importante qui est la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi la création d'emplois pour les jeunes et les femmes à travers, bien sûr, l'agriculture, mais de façon beaucoup plus élargie, les systèmes alimentaires. Et puisque c'est important, donc il faut qu'on se retrouve régulièrement. Et se retrouver régulièrement, ça veut dire qu'il faudra donner la direction. Quelle est la direction pour qu'on puisse atteindre cette transformation que nous voulons en tant qu'Africains? Quelle est la direction également pour changer les politiques, mais également attirer les investissements et nouer des partenariats? Et donc, comme c'est un sommet de très haut niveau qui est présidé chaque année ici par son Excellence le président Paul Kagame et d'autres chefs d'État qui sont invités, y compris aussi des ministres, des investisseurs, les jeunes et les femmes. Donc on arrive donc à revoir aussi et à faire une photographie de ce qui s'est passé chaque an pour pouvoir donc dessiner la direction à prendre, mais également le futur. Absolument. Et lorsqu'on parle d'agriculture, justement, lorsqu'on parle de sécurité, disons, alimentaire, c'est un point qui est très important. Ça, c'est sûr, en Afrique et ailleurs. Et vous avez déjà fait ce même sommet avant. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'impact des sommets précédents, quel est votre sentiment? Quelle est votre observation? Alors déjà, il y a un sentiment de satisfaction, mais toujours en Afrique, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on ne peut pas dire qu'on est satisfait. Donc l'insécurité alimentaire est toujours là et nutritionnelle, la création, les opportunités pour les jeunes, on veut régler ça. Ça veut dire que les efforts sont là, mais il y a encore mieux à faire et il faut aller vite. Donc c'est à l'urgence et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le thème de cette année, c'est innovation,
c'est accélération, mais c'est aussi mise à échelle pour pouvoir délivrer des systèmes alimentaires, surtout à l'ère du climat et aussi du digital. Donc là, on zoome vraiment sur les jeunes et les femmes. Mais regardant donc derrière, il y a des améliorations qui ont été faites. Bon, le Rwanda, c'est un bon exemple en termes de transformation que beaucoup de pays doivent s'inspirer. Et ça donne également cet espoir que c'est possible, et c'est en si peu de temps. Et il y a d'autres pays aussi qui ont connu quand même des changements au niveau du continent. Mais encore une fois, ce n'est pas assez en termes d'investissement, c'est très peu. Donc, que ce soit du public ou du privé. Donc, on a la déclaration de Malabo qui demande 10% des investissements publics, mais jusque-là encore, le privé n'est pas à la hauteur donc, des attentes, et je pense qu'on devra encore redoubler d'efforts pour pouvoir arriver à nos fins. Donc, ce sera l'occasion donc en septembre, et il nous reste encore quelques mois devant nous. Alors, il y a ceux qui nous suivent, qui s'intéressent absolument à ce sujet, qui travaillent dans ce sujet. Vous avez parlé de création d'emplois pour les jeunes. Comment est-ce qu'on peut se préparer pour pouvoir y prendre part? Ce sera ouvert au grand public, ce sera juste pour les opérateurs de ce domaine-là. Comment est-ce que c'est organisé sur le point de la participation? Alors, sur le point de la participation, c'est un sommet très inclusif, et inclusif au point où, en fait, ce n'est pas qu'un sommet africain, c'est global. Parce que, bon, on est également dans un monde interconnecté, on invite tous nos partenaires et tous ceux qui œuvrent pour des systèmes alimentaires durables, inclusifs, mais également résilients au changement climatique. Donc le monde entier, vous verrez qu'il y en a donc de partout qui viennent, qui montrent aussi des modèles et des mécanismes et des systèmes et des bonnes pratiques d'ailleurs, pour pouvoir comparer et aussi voir où est-ce que nous en sommes. Donc pour le continent africain, c'est les chefs d'État, c'est les gouvernants qui seront là, mais les investisseurs, la presse et les médias pour pouvoir aussi montrer que les questions de sécurité alimentaire, nutritionnelle, la création, c'est extrêmement important pour le continent et tout le monde doit venir. Donc sans partenariat, sans un groupe, ça ne peut pas marcher. Donc c'est un écosystème et pour que ça marche, il faut que ça soit inclusif. Donc il y aura forcément des invitations, ça va être également ouvert même au niveau digital pour que ceux qui ne peuvent pas y assister physiquement y assistent. Mais voilà, c'est un sommet qui est ouvert, il y aura des enregistrements à faire et à partir de maintenant jusqu'en septembre, on commencera donc à faire ce travail méticuleux avec le gouvernement du Rwanda pour faire de ce sommet un succès. Oui, heureusement nous vivons à l'ère digitale dont vous parliez, donc les gens peuvent avoir plus d'informations sur vos plateformes digitales, n'est-ce pas? Absolument. Oui, donc le sommet africain sur les systèmes alimentaires, ça arrive bientôt, en septembre. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. C'est moi qui vous remercie. Oui, et la grande édition continue sur Rwanda TV. Les analystes politiques en Afrique estiment que les droits des ressortissants congolais d'expression Kinyarwanda sont bafoués dans leur propre pays et doivent être respectés. Sinon, il sera évident que le monde n'a rien appris du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. C'est un récit de Patrick Nilidandi. Les combats entre le groupe rebelle M23 et les FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés, dont le groupe terroriste de FDLR, qui comprend les auteurs du génocide contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, ont continué d'avoir un effet terrible sur les ressortissants congolais parlant le Kinyarwanda, avec des centaines de milliers de personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays et d'autres ont été massacrées. Le M23 a pris les armes en disant qu'il attendait rappeler au gouvernement de Kinshasa de mettre en œuvre l'accord qu'il a signé en 2013, qui prévoit notamment d'assurer la sécurité de ses propres citoyens dans la partie orientale du pays et de les inclure dans les programmes nationaux qui bénéficieront à l'ensemble de la population du pays. Ces populations d'expression Kinyarwanda sont devenues d'office une partie du Congo lorsque l'Afrique a été divisée comme un gâteau à la conférence de Berlin en 1884. La haine envers cette communauté s'est intensifiée après le génocide contre les Tutsis au Rwanda, lorsque les soldats appartenant au régime déchu de Habyarimana, connus sous l'appellation des ex-FAR, ont fui le Rwanda vers ce qui était à l'époque le Zaïre, avec armes et bagages, répandant leur idéologie génocidaire dans ce qui allait devenir plus tard
la République démocratique du Congo. En décembre 1996, à l'Académie internationale de la paix à New York, le père de l'indépendance tanzanienne, Feu Julius Nyerere, avait déclaré au monde que le problème des Congolais parlant le Kinyarwanda ne prendrait jamais fin aussi longtemps que ce peuple congolais d'expression Kinyarwanda ne serait pas accepté par leur propre pays. Le gouvernement a continué à l'ignorer et a refusé à son propre peuple ses droits en tant que citoyen. So when we say respect that border, which was agreed between the frontières héritées de la colonisation, mises en place par les Allemands et les Belges, qui ont séparé des populations entières, nous ne pouvons pas décider unilatéralement que nous n'avons pas besoin d'une partie de cette population. Est-ce que vous voulez les ramener sous leur ancienne terre, en leur demandant aussi de repartir avec leurs terres? Vous leur dites de partir, mais partir où? Là-bas, il y a un problème brûlant des Banyamulenge, dans les Zaïre, et ce problème des réfugiés doit trouver une solution globale et durable. Les paroles de Julius Nyerere ont continué à sonner juste au fil des décennies. D'autres dirigeants africains exhortant le gouvernement de Kinshasa à cesser de pratiquer la politique de l'autruche lorsqu'il s'agit de la question du droit de son propre peuple. Nos amis de la communauté est-africaine qui ont choisi d'envoyer des troupes pour amener la paix à l'est de la RDC, alors que cette communauté était dirigée par Uhuru Kenyatta, ce dernier m'a appelé en tant qu'envoyé spécial de la question pour connaître mon analyse de la situation. Je lui ai dit que la première chose est de faire comprendre aux Congolais que ce dossier est une question interne et non externe et que les populations des deux Kivu ont l'obligation de trouver une solution consensuelle à cet épineux problème. Même les analystes politiques reconnaissent la simple vérité selon laquelle rejeter la responsabilité sur d'autres pays d'un problème de nature entièrement interne n'est pas mieux que de verser du kérosène sur une flamme nue dont l'espoir de l'éteindre. The M23 are people of Tutsi origin who are Congolese. Le fait que cette population, comprise M23 d'origine Tutsi, est stigmatisée et qu'on dise qu'elle n'est pas congolaise et que les Rwandais pointés du doigt comme soutenant cette rébellion, c'est dangereux. Car cela peut déboucher sur une crise régionale. Les gens doivent savoir que le président Kagame ne veut pas de la guerre. Il a déclaré n'avoir besoin de la permission de personne pour protéger sa population. Il faut savoir que le Rwanda n'est pas un pays avec lequel on peut penser pouvoir battre facilement. C'est une grosse erreur. L'ironie de tout cela est que le silence de la communauté internationale sur cette question en dit long sur la nature du problème. Il semble que le simple fait de parler la langue Kinyarwanda soit une raison suffisante pour qu'une personne soit mise à mort. Les gens sont victimisés à cause de leur appartenance, de la langue qu'ils parlent et de l'endroit où ils vivent. Ils n'ont pas choisi de naître et de vivre dans cette partie du Congo. C'est l'histoire qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Ceux qui ne se souviennent pas de ce qui s'est passé en 1994 ont choisi d'oublier. Nous vivons dans un monde où l'on oublie trop vite. Tout comme la Minuar disait ici qu'elle n'utiliserait pas la force pour mettre fin au génocide contre les Tutsis, au Congo, la MONUSCO est là, agissant comme si ce qui s'est passé là-bas ne le concernait pas. Le problème, c'est l'ONU qui refuse de changer ses habitudes. Les analystes politiques soulignent également que certaines puissances mondiales laissent le problème s'aggraver dans l'est de la RDC en raison de leurs intérêts économiques dans ce pays, alors que le gouvernement de la RDC a choisi de ne pas mettre en œuvre les accords de Nairobi et Luanda qui visent à trouver une solution pacifique à la crise, et ces mêmes gouvernements ayant opté pour l'option militaire face à des revendications de nature politique. Merci Patrick. Des investisseurs du Rwanda et du Zimbabwe participent depuis ce lundi à une réunion de 3 jours à Kigali où ils examinent comment chaque partie pourrait élargir son commerce dans leurs sous-régions respectives tout en œuvrant pour l'accroissement de leur investissement. Kassim Youssouf pour les détails.
Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Dr Vincent Biruta, indique que le Rwanda et le Zimbabwe ont la même vision de bâtir une économie inclusive, solide et qui stimule la création d'emplois. Il a fait savoir que, malgré le fait que les deux parties se félicitent du progrès déjà réalisé au cours des dernières récentes années, il y a encore des opportunités permettant d'élargir ce partenariat dans divers domaines. Il y a encore beaucoup à faire et nous devons continuer à chercher différents endroits où élargir notre commerce bilatéral et les investissements en particulier dans l'industrie, la finance, le logement et la construction. Faciliter l'investissement est essentiel pour attirer les investisseurs et stimuler la création d'emplois. Au cours des 4 dernières années, le commerce entre les deux pays a augmenté de 50%. La vice-ministre zimbabwéenne des Affaires étrangères, Sheila Shikomo, fait savoir que cette réunion est l'occasion propice d'examiner différents domaines dans lesquels les opérateurs économiques de son pays pourraient investir, d'autant plus que cela s'inscrit dans la vision que le Zimbabwe s'est fixée pour accroître ses exportations. Le commerce entre le Rwanda et le Zimbabwe repose sur des accords multilatéraux via le COMESA et sur la coopération entre les deux pays. Le Rwanda et le Zimbabwe, tous deux membres du COMESA, offrent la possibilité d'exonération tarifaire et de réduction fiscale sur les produits éligibles. Ce forum des affaires est une opportunité pour les deux pays de nouer de nouveaux partenariats et d'attirer davantage d'investissements étrangers. 15 projets dans le domaine de l'énergie ont été inaugurés en partenariat du Rwanda et le Zimbabwe et c'est dans cette optique que 150 enseignants sont depuis 2022 au Rwanda dans le domaine de l'éducation. Le directeur général de l'agence rwandaise de développement RDB, Francis Gatare, fait savoir que le progrès réalisé constitue un socle solide sur lequel s'appuyer. Les entreprises du Zimbabwe ont investi 38 millions après la dernière réunion d'affaires entre le Rwanda et le Zimbabwe. Nous avons même vu 8 entreprises rwandaises commencer à travailler au Zimbabwe dans l'énergie, la technologie et la transformation des produits agricoles. Donc, dans ces quelques jours où nous sommes ici, nous disposons d'une base solide sur laquelle nous appuyer pour améliorer le partenariat entre les acteurs du secteur privé de part et d'autre. Le directeur du département de développement du commerce au Zimbabwe, Zimtrade, Alan Majuru, indique que l'investissement pour l'une ou l'autre partie est une opportunité d'élargissement du marché dans les régions d'appartenance de chaque pays. Nous ne sommes pas seulement ici pour faire des affaires avec vous, mais nous voulons que vous nous aidiez à entrer dans la région et lorsque vous viendrez au Zimbabwe, nous sommes là pour vous aider à entrer sur le marché de la SADC. Il est vrai que nous sommes un pays éloigné de la mer, mais nous sommes fiers d'être appelés des pays reliés par voie terrestre. Ce forum des affaires entre le Rwanda et le Zimbabwe rassemble environ 160 opérateurs économiques rwandais et plus de 90 en provenance du Zimbabwe. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.